Margaret Atwood, l'une des autrices les plus célèbres au monde, brûlant un exemplaire ininflammable de son livre « La Servante écarlate ». Ils m'ont donné l'équipement et m'ont remis un lance-flamme. Puis très nerveusement m'ont dit « Juste le livre, Margaret, vise juste le livre ». Une mise en scène comme une réponse à la vague de censure littéraire aux États-Unis, pour rappeler que les idées ne peuvent partir en fumée. Alors que La Servante écarlate et d'autres de ses romans ont été retirés des écoles américaines, l'autrice canadienne est devenue un symbole de la lutte pour la liberté d'expression. Je repense à l'époque où les États-Unis étaient considérés, à tort ou à raison, comme une démocratie libérale ouverte et comme le leader du monde libre. On ne peut qu'être nostalgique de cette époque. Margaret Atwood a écrit plus de 60 livres vendus à près de 40 millions d'exemplaires et a remporté à 2 reprises le prestigieux Booker Prize américain. Nous l'avons rencontrée à Porto, au Portugal, à l'occasion des rencontres Babel, un nouvel événement littéraire dédié au pouvoir de la littérature et à la liberté de raconter des histoires. C'est une sorte d'oracle, vous savez. Elle arrive réellement à voir l'avenir de l'humanité. Elle est devenue la prophétesse de ce qui pourrait arriver à l'avenir si nous ne prêtons pas attention à ses paroles. Pour cette raison, je pense que tout le monde devrait lire Margaret Atwood. Elle m'a beaucoup appris sur comment devenir un peu plus féministe. Elle est très importante aujourd'hui car elle prédit l'avenir. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à Paris en 2014. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses dans le monde. C'est vrai. Nous avons eu Donald Trump, le Brexit, une pandémie mondiale, l'essor de l'IA, l'avortement interdit dans certains États américains. Nous avons assisté à des interdictions de livres. Vos fictions nous avaient alertés sur beaucoup de ces choses. Je me demandais quel événement vous avait particulièrement choqué. Choquée? À mon âge, non. Je ne me laisse pas facilement choquer. Inquiète, oui. Cela a suscité de l'anxiété, oui. Mais pas « oh, je n'aurais jamais pensé que cela arriverait ». Quel a été le changement le plus significatif? Je pense qu'ils sont tous significatifs. En ce moment, je m'intéresse beaucoup à la Révolution française, car nous traversons une période de turbulences similaires. La Révolution française a été la première révolution moderne, et nous en avons vu des répétitions depuis, y compris la Révolution russe, par exemple. Et nous venons d'assister à une révolution de la droite aux États-Unis. Donc choquant, non. Intéressant, oui. Vous connaissez la malédiction chinoise? Puissiez-vous vivre une époque intéressante. Écrit en 1985, La Servante écarlate imagine une Amérique dominée par une dictature religieuse, une société appelée Gilead qui force les femmes fertiles à servir d'esclaves sexuels et de génitrices pour une élite puissante. And their barren wives, you will bear children for them. Le livre s'est vendu à 10 millions d'exemplaires et est devenu une série à succès dans laquelle Margaret Atwood fait une apparition. Un livre devenu un symbole de résistance dans le monde réel, l'uniforme rouge et blanc porté par des manifestantes à travers le monde. Qu'est-ce que ça vous fait de voir votre livre devenir un tel symbole? On écrit un livre de ce genre dans l'espoir qu'il ne devienne justement pas un symbole important. Donc d'un côté, c'est assez bizarre. D'un autre côté, au moins il existe en tant que symbole de résistance. Vous savez, les personnes qui ont lancé cela étaient des femmes au Texas. Elles ont décidé de se rendre à une réunion politique du gouvernement de l'État où un groupe d'hommes en costume adoptait des lois sur quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, à savoir le corps des femmes. Et elles y sont allées habillées en servantes écarlates, parce que nous vivons à l'ère de la télévision et des images visuelles, et qu'elles seraient ainsi comprises sans avoir à dire un mot. La Servante écarlate ainsi que plusieurs de vos livres figurent sur des listes de lecture interdites aux États-Unis, accusés d'être sexuellement explicites, antichrétiens et moralement subversifs.
Je m'oppose au terme anti-chrétien, car j'estime que les personnes qui s'opposent à mon livre ne sont pas chrétiennes. Elles ne respectent pas les principes centraux du christianisme, à savoir la règle d'or, aimer son prochain comme soi-même. Elles ne font pas grand-chose de tout cela. Alors qui sont-elles pour dire que je suis anti-chrétienne ? J'ai l'impression de défendre l'honneur du christianisme en affichant sa perversion. Quant au fait d'avoir une servante à des fins de reproduction, c'est biblique. Cela vient directement de l'histoire de Jacob, Rachel et Léa. Donc les 12 tribus d'Israël ne sont pas issues d'un seul homme et d'une seule femme. Elles sont issues d'un homme et de 4 femmes. Selon vous, quel est l'objectif lorsqu'ils interdisent des livres? Le contrôle. Oui, le contrôle et l'affirmation du pouvoir. Mais ça donne encore plus envie de les lire, non? Si nous sommes des personnes curieuses, oui. Si nous sommes des personnes craintives, non. Dans une véritable dictature totalitaire, vous pouvez vous faire fusiller si vous possédez un livre interdit. Dans une société comme les États-Unis, ils les interdisent dans les bibliothèques scolaires, par exemple, mais pas dans les librairies. Les gens deviennent alors curieux, et posséder un tel livre n'est pas quelque chose de vraiment effrayant. Vous avez souvent parlé de votre optimisme concernant les États-Unis. Je me demande si vous êtes toujours aussi optimiste. Oui, mais d'une manière assez prudente. C'est très intéressant de regarder les choses se dérouler. Je suis déjà attristée par certains événements de cette année. La guerre avec l'Iran, notamment, a considérablement affaibli leur position. Et certains de ces épisodes ont été contre-productifs. Ce n'est plus un spectacle édifiant. Pas plus qu'il n'était édifiant de voir la Grande-Bretagne marquer un but contre son camp avec le Brexit. Mais quand les choses deviennent turbulentes et instables, les gens prennent souvent ces décisions qui, avec le recul, semblent très stupides. Avez-vous l'impression d'être un symbole dans la lutte pour la liberté d'expression? C'est difficile parce que tout le monde attend de vous que vous soyez la version qu'il désire. Et bien sûr, vous ne l'êtes pas. Vous êtes juste vous-même. Mes opinions ne s'accordent donc pas toujours avec les leurs. Et ensuite, ils se vexent, parce qu'ils pensent que je croyais ce qu'ils croyaient, alors qu'en fait, cela n'a jamais été le cas. Comme pour le fait d'être une icône féministe? Il y a tellement de féminismes différents, comme vous dites. Il y en a au moins 75. Je pense qu'il faut être très clair. Si quelqu'un vous demande « Êtes-vous féministe ?», vous devez répondre quel genre. Je suis évidemment d'un certain courant, et je dirais que celui dont je fais partie est celui qui considère le féminisme comme partie intégrante des droits de l'homme. Et je m'intéresse aux aspects juridiques de ce que les lois disent sur les femmes. Je m'intéresse beaucoup moins au genre de féminisme qui dicte la façon dont on doit s'habiller. Son nouveau livre, tout juste traduit en français, est un recueil de mémoires qui débute dans les forêts profondes du nord du Canada avec son père, biologiste. Elle retrace son parcours jusqu'à sa renommée internationale. C'est aussi une histoire d'amour discrète sur son compagnon Graham Gibson, décédé en 2019. En refermant vos mémoires, je me suis dit que vous étiez une personne très optimiste et aussi que vous aviez eu une vie formidable. Est-ce que c'est le cas? J'ai l'impression que j'ai eu la chance de vivre au bon moment et au bon endroit. Donc quand vous demandez à quelqu'un quel genre de vie il a eu, cela dépend beaucoup du pays dans lequel il a vécu et des circonstances de sa vie. Je suis née en 1939. Les personnes nées en 1939 n'ont pas toutes eu la même vie que moi. Ça aide un peu de venir d'un pays ennuyeux et inconnu. Vous vous estimez chanceuse? Oui, je ne pense pas vraiment que le Canada soit encore ennuyeux et inconnu, mais il l'a été pendant des années. Les gens n'y prêtaient pas beaucoup d'attention. Vous avez dit de ne pas vous soucier de l'héritage que vous laisserez. Pourquoi je le ferais? Je me demandais pourquoi, selon vous, les gens se souviendront de vous.
En général, si vous avez été un écrivain assez connu, vous mourrez et il y a une forte hausse des ventes de livres, puis ça baisse. Et vous pouvez vous remettre de cette baisse en perdurant ou pas. Les choses fluctuent comme ça, mais je pense que la vraie question à se poser est, les livres seront-ils toujours importants? Est-ce que les gens les liront encore? Si ce n'est pas le cas, tout cela est sans importance. Qu'en pensez-vous? Je suis assez optimiste pour parier sur un avenir dans lequel il y aura encore des humains. Il y aura encore des bibliothèques, il y aura encore des livres et les gens les liront encore. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Je voulais juste vous demander, parmi les nombreuses Margaret du livre, il y en a une qui s'intéresse aux cartes de tarot, à l'astrologie et aux lignes de la main. Oui, c'est juste le genre de connaissances que l'on veut avoir quand on étudie l'histoire littéraire, parce que ce sont les systèmes de croyance de la Renaissance. Et on ne peut pas vraiment comprendre Shakespeare à moins de savoir cela. Les étoiles chanceuses, nées sous une mauvaise étoile, tout cela, ils y croyaient. Et vous, vous êtes Scorpion, bien sûr. Pourquoi, bien sûr? Parce que je l'ai lu dans le livre. Ah, vous l'avez lu dans le livre. Les gens me demandent, est-ce que vous croyez à ces trucs? Je réponds, je suis Scorpion. Nous ne croyons pas aux choses. Les choses nous intéressent, mais en général, nous n'y adhérons pas. Est-ce que vous liriez les lignes de ma main? Je me demandais quand vous alliez me le demander. Quelle main? Je dois lire les deux. Alors, vous n'avez jamais été destiné à être plombier? Non, rien de tout ça. Non, rien de tout cela. Pas menuisière, pas de ces choses pratiques. Vous êtes beaucoup plus dans le domaine de la pensée et des émotions. Je ne serais pas d'une grande utilité à me promener dans vos forêts. Mais ce n'est pas grave car je serai là avec vous. Merci, merci beaucoup. Ce fut vraiment un plaisir. Merci. J'ai été comment? Très bien, vous avez été super.